Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous pour discuter un petit peu de l'engagement des apprenants. Ce que je vous propose, donc ça va durer 45 minutes. L'objectif de cette conférence est justement de savoir un peu quel est l'impact de sa formation. Et on est donc 2 personnes pour discuter de ça aujourd'hui. Moi-même, donc Victoire Poujon, je travaille pour WooClap depuis 2 ans et demi. Et mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des établissements de l'enseignement supérieur ou des organismes de formation dans le déploiement d'une pédagogie interactive. Et à mes côtés, j'ai donc Philippe Lacroix, cofondateur de ILDI, qui est un cabinet de conseil en digital learning et qui est également co-auteur de Neurolearning, les neurosciences au service de la formation. Et donc, il va pouvoir justement apporter son point de vue sur la question. Est-ce que tu veux dire quelques mots pour te présenter ? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, ceux qui sont présents dans la salle et ceux qui nous regarderont plus tard en replay. Merci de l'invitation, Victoire. Voilà, la présentation est faite. Moi, je connais quelques petites bricoles sur les neurosciences et ça fait 30 ans que je suis dans la formation instrumentée et digitale. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Exactement. Donc ce que je vous propose pour entamer cette conférence, c'est simplement que vous connectiez via votre smartphone parce que l'objectif, ça va être aussi d'interagir avec vous et vous allez pouvoir donc participer et en répondant à des questions qu'on a prévues, mais aussi, pourquoi pas, diriger un petit peu les thématiques de cette conférence en nous donnant votre avis. Donc voilà, pour vous connecter, il suffit de scanner le QR code. Et ensuite, vous attendez tout simplement que je lance la première question. Et de mon côté, je vois juste ici que vous êtes déjà nombreux. Donc, a priori, tout fonctionne bien. Et je vous laisse vous connecter. Je vous invite donc à répondre à cette première question en un mot. Comment rendriez-vous vos formations impactantes ? Donc là, c'est plutôt à vous que je m'adresse, puisque c'est donc le sujet de la conférence d'aujourd'hui. On va discuter donc de l'engagement des apprenants, comment être certain de l'impact de sa formation. Ça passe donc par comment être certain de développer des compétences pérennes auprès des apprenants, comment être certain de la satisfaction des apprenants. Voilà, plein de choses qu'on va aborder, donc je vous invite à nous donner en un mot votre point de vue sur la question. Est-ce que tu veux commenter un peu le nuage de mots qui apparaît, Philippe, en attendant ? Alors, je vois collaborative, interaction, échange, gamification. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On ne va pas faire que parler, on va essayer d'échanger, de vous faire découvrir que former, c'est interagir. Et puis découvrir aussi un peu quelques mécanismes qui nous permettent de se former. Voilà, je veux que ça fonctionne, vous avez compris le principe. Je ne sais pas si tu as d'autres ludiques. Oui, on va essayer de faire en sorte de passer un bon moment, que ça soit plaisant. Donc voilà, je ne sais pas si on va s'amuser, mais on va essayer de faire en sorte que ça soit plaisant. Exactement. Merci pour toutes vos réponses. Juste le programme en 2 mots. On va d'abord avoir un point de vue un peu d'ensemble sur la formation. Voilà, principalement en écoutant un petit peu le point de vue de Philippe sur la question. Et ensuite, on va parler un peu des neurosciences et des mécanismes cognitifs qui sont les clés de l'engagement aujourd'hui. Et donc, première partie. Est-ce que tu pourrais nous dire, Philippe, quelles sont les préoccupations majeures aujourd'hui des responsables de formation et des formateurs, selon ton expérience ? Alors, je vais mettre ensemble responsable formation, formateur, on va dire l'équipe formation. Pour moi, les préoccupations, elles sont doubles. La première, et on s'en doute, c'est une préoccupation pédagogique. C'est mettre à disposition des moyens, des dispositifs, des ressources pour faire en sorte que des objectifs soient atteints, que les impacts soient mesurables, que les personnes à qui on propose des formations ou qui ont décidé de suivre des formations en tirent profit. Donc ça, c'est toute la partie préoccupation pédagogique de l'efficacité ou l'efficience des actions de formation qui sont menées. Et puis comme on est quand même aujourd'hui dans un contexte du salon où on va parler un peu plus de formation professionnelle que d'enseignement ou d'éducation,
Il y a un enjeu qui est aussi un peu administratif de la formation. Les responsables formation ont des comptes à rendre. Ils ont des budgets formation, ils ont des dépenses qui sont mesurées. Eh bien, il faut qu'ils donnent des éléments qui permettent de justifier que ces budgets ont été correctement alloués et que le retour attendu est au rendez-vous. Donc il y a une obligation qui se chiffre en jours de formation délivrés ou en heures de formation, en taux de complétion, en réussite, etc. Donc il y a ce double volet pédagogique, le cœur de métier, formé, et puis administratif, parce qu'on parle d'activité, c'est un service formation, qui a des budgets, qui a des moyens, il faut qu'il amène du résultat. En effet, et d'ailleurs juste sur le sujet de notre côté avec WooClap, on a travaillé par exemple avec Segos et on a Bertrand Déroulède qui donc nous a parlé de la méthode APA et je trouve qu'elle répond un petit peu à ces enjeux-là, c'est-à-dire comment on utilise WooClap pour justement à la fois répondre à des enjeux pédagogiques et administratifs. Et donc par exemple la méthode APA, c'est avant comment j'arrive à bien cerner l'attente de mes clients par rapport à la formation qu'on va leur proposer. Pendant, comment j'arrive à animer mes formations, engager les apprenants justement. Et après, comment j'arrive à donner un rapport, un rapport personnalisé, des résultats probants, effectivement pour mon client et aussi pour les apprenants qui ont suivi la formation. La méthode APA, donc, que je trouvais assez intéressante. Et donc toujours sur ce sujet-là, cette fois, si on s'intéresse un peu plus du point de vue de l'apprenant, quelles sont aujourd'hui les attentes que peuvent avoir les apprenants et comment aussi on gère la diversité des profils qu'on a en fait aujourd'hui dans toutes les formations. Enfin, j'imagine que vous êtes tous concernés par ça. Alors, les motivations, hein, les attentes des apprenants, elles sont diverses, vous les connaissez, mais on va les rebalayer un petit peu. Elles sont soit très personnelles, un sujet qui m'intéresse, j'ai envie de me former, et donc je vais chercher ou trouver dans ce qui m'est proposé des formations qui correspondent à mes centres d'intérêt personnel. Avec ou pas comme objectif d'évoluer dans mon poste, d'être meilleur, de creuser des points, d'apprendre de nouveaux outils qui vont me permettre de développer un peu mieux mes compétences, ou de changer de poste, d'évoluer, d'élargir un peu mon cercle de compétences, mes domaines que je vais apprendre à maîtriser un peu plus pour pouvoir avoir une évolution de carrière. Soit au sein de mon entreprise, soit parce que j'ai envie d'avoir une évolution de carrière qui dépasse le cadre de mon entreprise. Et là, on est dans un cadre très personnel. Je vais chercher à augmenter mon employabilité dans mon secteur ou dans des secteurs différents. Et puis après, il y a les motivations qui sont plutôt données par l'entreprise. On a déployé un programme de formation et on attend des apprenants qu'ils suivent ces programmes de formation. Donc là, l'attente des apprenants, ça va être de répondre aux injonctions, se former dans les moments impartis et avec le résultat qu'on attend de moi, réussir, terminer le parcours, etc. Et là où c'est difficile, c'est qu'on peut avoir des sessions de formation avec des gens qui ont des motivations différentes, des envies différentes. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui un peu plus d'individualisation de la formation. C'est pour ça que les parcours hybrides ou totalement distanciels sont plus adaptés à l'individualisation, puisqu'on peut avoir des moments de regroupement, mais on a aussi des moments où on est seul et auquel cas on peut suivre la formation, j'allais dire la consommer, avec des objectifs différents sans venir pénaliser le groupe parce qu'on le ralentirait ou parce qu'on orienterait le contenu. Donc tous les outils qu'on a à notre disposition comme WooClap permettent d'aller vers cette individualisation et de gérer mieux les conflits qu'il pourrait y avoir de motivation et d'intérêt personnel. Tout à fait. Comment personnaliser l'apprentissage sans abandonner aussi les moments de présentiel et l'interactivité en groupe. Ok, parfait. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence donc sur un petit peu la partie 2 qui va être plus large, plus sur la neuroscience en général et donc les mécanismes clés de l'engagement.
Ce que je vous propose, du coup, c'est un petit peu de nous donner, vous, quel sujet, en tout cas, vous aimeriez aborder dans cette deuxième partie, puisque c'est un sujet voilà, que Philippe connaît bien, donc il s'est aussi donné le challenge de pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais voilà, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet que vous aimeriez aborder plus qu'un autre quand il s'agit de neurosciences et de formation? Qu'est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous voulez aussi participer et nous dire, voilà, nous faire votre retour d'expérience sur le sujet? Donc je vous invite à de nouveau vous connecter. Si certains ne sont pas encore connectés, je peux afficher encore le QR code. Je le remets. Voilà, n'hésitez pas à scanner et ensuite à nous donner votre point de vue sur la question. Si vous n'avez pas d'idée, on a aussi plein de choses à dire, donc pas de pression. Et je réaffiche la question. Je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. Alors, quand on parle de neurosciences, en général, on a plein d'interrogations sur la mémoire, l'attention, l'engagement, etc. Mais vous avez peut-être des questions plus précises que ça. Donc, je vous invite à les poser au fil de l'eau, maintenant et un peu après, et on se permettra d'y répondre. Tout à fait. En attendant, peut-être que vous écriviez quelques idées de réponse. On peut juste... est-ce que toi, tu aurais en tout cas quelques idées sur comment, quand on s'intéresse au fonctionnement du cerveau et au processus d'apprentissage, est-ce que toi, tu as déjà des principes ou des mécanismes qui sont existants et dont tu pourrais, que tu pourrais partager? Alors, des mécanismes existants, on en a plein. C'est pas une découverte, mais je vais le rappeler, on a tous une capacité d'autodidaxie dingue. Alors pour moi, ça remonte à très loin. Pour d'autres visages plus jeunes, mais en fait, quand on est petit homme et qu'on arrive au monde, on a à peu près la seule chose qu'on sait faire, c'est apprendre. On ne sait pas encore se nourrir seul, on ne sait pas se déplacer, on ne sait pas communiquer, on sait rien. Mais un truc qu'on sait faire extrêmement fortement, c'est apprendre. Et pour illustrer ce mécanisme d'autodidaxie, donc capacité à apprendre seul, absolument fascinant, je prendrai 2 exemples. Le premier, c'est la communication. On est capable, de nos premiers jours, de comprendre que les sons qui sont émis par nos congénères, c'est un langage composé de mots, avec un vocabulaire, avec une grammaire. Et que tout ça a du sens et que ça permet de communiquer. Et quand je dis que c'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'avant même de savoir ce que c'est que le vocabulaire, un verbe, un complément, etc., on a compris que les sons, même si on parle sans faire de trous entre chaque mot, les sons sont composés de mots. Et que les mots, dans un certain ordre, donnent du sens et que les mots eux-mêmes ont une signification. Simplement en écoutant les autres. Et au final, on est capable de reproduire ça et, après quelques mois, de commencer à échanger et de dialoguer, sans même avoir été à l'école. Deuxième exemple de notre capacité d'autodidaxie, on sait faire de la physique, des maths, de l'algèbre, de la géométrie, parce qu'on a compris que, 1, il y avait de la gravité, 2, qu'on pouvait lutter contre avec nos muscles, qu'on pouvait les commander, que si on les commandait au bon moment, ça nous permettait de faire des mouvements sans tomber, et que ça nous permettait même de nous déplacer et d'attraper des trucs au passage. Alors que tout ça, c'est beaucoup de physique. Et pour autant, on a compris tout ça tout seul, sans qu'on nous l'explique. Donc cette capacité d'autodidaxie, on l'a depuis tout petit, et on la développe, on l'augmente, et puis à un moment donné dans notre parcours, c'est bizarre, on ne nous demande plus de la solliciter. C'est à peu près le moment où on se retrouve dans cette position-là, assis sur une chaise avec des gens en face qui vous disent « c'est moi qui sais, et je vais vous apprendre, et surtout asseyez-vous et taisez-vous hein. ». Et donc cette capacité d'autodidaxie, on a tendance à l'oublier, parce qu'on n'est plus sollicité, parce qu'on ne la met plus en œuvre de façon importante, puis surtout on nous explique qu'il y a une autre méthode qui serait presque meilleure.
Je ne les oppose pas parce que former en masse, comme ce qu'on fait à l'école, c'est celle qui marche, hein, la formation descendante et un peu magistrale, en pariant sur la discipline des gens qu'on a en face et leur ténacité à écouter et essayer d'apprendre ce qu'on dit et de répéter et de faire des exercices un peu convenus de reproduction. Et quand on arrive dans le monde professionnel, on se rend compte qu'on a l'impression qu'en fait, il n'y a plus que ça qui nous permet d'apprendre. Et le format des formations qu'on propose sont souvent basés sur cette modalité un peu magistrale, un peu descendante. Alors que si on regarde ce qu'on sait faire dans la vie, y compris nos capacités professionnelles, il y en a énormément qu'on a appris seul. À nouveau, par observation et en mettant en œuvre nos capacités d'autodidaxie. Les neurosciences, c'est de mettre en œuvre ces mécanismes naturels d'apprentissage qu'on possède tous, qu'on a utilisés, qu'on peut encore remobiliser pour faire en sorte que dans un cadre plus formel que la simple observation et l'essai-erreur, on s'appuie sur ces mécanismes pour que les formations atteignent le résultat qu'on en attend, en diminuant l'effort qu'on a à produire pour atteindre ce résultat, en s'appuyant sur les mécanismes qui marchent très bien naturellement. C'est ça les neurosciences. Voilà, je ne sais pas si j'y réponds à la question. Si, ça répond à la question. Voilà. En tout cas, on est rentré dans le vif du sujet sur les neurosciences. Et d'ailleurs, du coup, tu parles des mécanismes d'engagement que je connais un petit peu et que je pense que tu vas pouvoir développer, mais je pense qu'il y a plusieurs des réponses ici qui recoupent avec ces mécanismes-là, comme maintenir l'attention, l'ancrage mémoriel. En tout cas, nous, chez WooClap aussi, on a pas mal travaillé là-dessus. C'est comme ça qu'on a développé les outils. Donc peut-être que tu peux développer un peu sur ces mécanismes-là qui recoupent pas mal avec les réponses. Alors, bien évidemment, la base de tout, c'est l'attention. Alors, on a un petit rappel, on fera une répétition là-dessus, mais la base de tout, c'est l'attention. La deuxième chose, c'est la motivation. Capacité à mobiliser son énergie, se concentrer, réfléchir, activer sa mémoire, etc. Et l'autre chose, c'est la satisfaction du résultat au regard de l'effort qu'on a produit. Si on ne récompense pas l'effort que les gens mettent en œuvre pour apprendre, l'attention et la mobilisation va baisser assez vite. On reviendra là-dessus en détail, mais vous voyez qu'on essaye de vous interpeller avec les petites questions, moi je vous regarde, etc. La clé de ça, c'est les échanges, hein, c'est les interactions, vous l'avez dit vous-même dans le nuage de mots au début. Donc voilà, je ne sais pas si tu attendais autre réponse que ça. Non, c'est déjà bien. Est-ce que sur les différentes réponses qu'on a eues, je m'interroge notamment sur l'état de l'art. Est-ce que la personne qui avait écrit ça voulait en dire plus? Parce que je ne sais pas si toi ça t'inspire quelque chose, mais je ne connais pas du tout cette... Ouais? Vous voulez peut-être... Je voulais juste savoir, bonjour, si, quelles étaient les dernières découvertes en recherche justement sur tout ce qui entoure la formation stricto sensu pour améliorer les techniques d'engagement et de compréhension, d'acquisition. Alors nouvelles, je ne sais pas jusqu'où on remonte dans le temps pour parler de nouvelles, mais tout ce qui est dans le livre qui a été évoqué et les bases sur lesquelles on s'appuie datent d'une dizaine d'années. Des recherches qui ont été faites notamment grâce aux IRM fonctionnels, aux expériences qui ont été menées, aux études, qui tournent toutes autour des 4 piliers qu'on va détailler un peu tout à l'heure. Mais la clé de tout, c'est de s'adresser aux individus qu'on forme et de parier sur leur intelligence plus que sur leur discipline. Donc si on était là à feuilleter, à vous tourner le dos et à ne pas interagir, il n'y a que les gens ultra motivés par le sujet qui mobiliseraient leur capacité cognitive pour essayer. Alors que si je m'adresse à vous, si on vous donne la parole, ben on a un lien qui nous relie et il y a, je vous porte de l'attention
Et c'est très important pour que ça vous donne l'intérêt pour mobiliser vos ressources et faire l'effort d'être attentif et d'essayer de comprendre. En fait, c'est toujours comme ça que ça se passe. La transmission, c'est mammifère, c'est d'humain à humain. On peut en digital learning intégrer de l'humain, même si ce n'est pas représenté par quelqu'un physiquement sur place, mais s'adresser à... Vous pensez que dans la situation, il y a des problèmes que vous devez résoudre et vous n'avez pas toujours la solution à ces problèmes. Par exemple, eh bien, l'objet de cette formation, ça devra vous apprendre à régler ces problèmes et on va voir ça en 3 astuces. Voilà, ça c'est quelque chose une formation qui va s'adresser aux individus. Plutôt que dire, dans cette situation, il y a 3 choses à faire. 1, 2, 3. Maintenant, rentrez chez vous, essayez d'appliquer. Oui, on a dit la même chose, c'est juste dans les 2 cas. Mais l'impact ne sera peut-être pas le même. Tout à fait, et j'ajouterais, même de par l'avoir vécu moi-même, c'est que vraiment vous poussez en fait les personnes au-delà de juste vous interpeller, vous poussez à émettre vos propres hypothèses et à réfléchir, et c'est ce qu'on essaye de faire via les outils numériques, parce que parfois c'est plus simple vu les contextes dans lesquels on peut se retrouver, mais évidemment on le fait pas seulement avec les outils numériques, et l'objectif c'est de le dire à voix haute. Et donc on parlait des 4 piliers, est-ce que tu veux peut-être justement les détailler un peu plus longuement? Oui, tout à fait. Tu nous mets la petite pour que tout le monde puisse... voilà. En effet, il y a une slide. Voilà. Le tout premier pilier, pour moi, c'est l'attention. Voilà, donc ça se décrète pas. Hein. Je peux faire effet pendant 15 secondes et dire « Votre attention, s'il vous plaît ». Bon, voilà, ça va durer 15 secondes et puis ça va s'arrêter assez vite. Si par contre, vous sentez que je suis là ou que la formation s'intéresse à vous, à vos problématiques, à votre environnement, c'est-à-dire que on vous porte de l'attention, alors je peux espérer en avoir en retour. C'est pas mécanique, hein, mais j'ai beaucoup plus de chances d'avoir votre attention en retour si je montre que je suis intéressé par votre présence et votre envie de vous former. Et ça, alors, si on démarre sans attention, il n'y a que la discipline ou la coercition qui pourra obtenir l'attention des apprenants. À mon avis, c'est la mauvaise méthode, même si certains essayent en ce moment. Mais bon. La deuxième chose, c'est la motivation. Elle peut être assez facile à obtenir si elle est intrinsèque. C'est-à-dire que je vous donne une formation qui correspond à un de vos besoins. Forcément, vous allez être motivé pour suivre la formation parce que je réponds à une demande. Donc ça, c'est celle qui est espérée. Mais elle n'arrive pas toujours, la motivation intrinsèque. Donc, il y a ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, c'est-à-dire celle que je vous impose un peu. Parce qu'il y a une obligation réglementaire, parce que c'est le manager qui a demandé à se former, parce que le service formation a dit ça fait partie de vos objectifs. Et on en recose à la fin de l'année. Parce que, bon, voilà. Et ça, c'est le coup de pouce qui va vous envoyer vers la formation et vous donner la motivation que vous n'aviez pas par vous-même. Mais au final, ça vous motive parce que vous avez la pression. Je préfère nettement la première à la deuxième. Le troisième pilier, c'est la mémorisation. Alors, je ne sais pas si on le fait maintenant ou si on le fera tout à l'heure dans un petit exercice, on verra. Je pensais juste après, on finit les piliers, comme ça après on fait l'exercice. La mémoire, c'est ce qu'on attend tous en formation. Si on pose comme la question au formateur, qu'est-ce que vous attendez principalement de la formation? Que les gens se souviennent de ce qu'il fallait retenir. Oui, après qu'on ait eu l'attention, une fois qu'on a eu la motivation, c'est-à-dire le carburant, on espère que ce qui se passe pendant la formation va laisser une trace. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. On fera un petit exercice tout à l'heure parce qu'il y a une différence entre mémoriser et se souvenir. Et pour moi, ça fait toute la différence. Vous allez voir, on a une capacité de mémorisation de dingue. Mais si on l'utilise mal, c'est-à-dire si je ne fais pas en sorte que ce que vous êtes capable de mémoriser laisse une trace chez vous, que vous pourrez utiliser plus tard, après la formation,
en situation où, quand vous serez amené à mettre en œuvre ce que vous avez appris, parce que vous êtes face à une situation très opérationnelle où vous devez mobiliser la compétence que vous avez acquise en formation, si ce qui a été exposé ou que vous avez expérimenté est oublié, eh ben vous allez être pas mieux loti après la formation qu'avant. Dire ah ben oui, j'ai vu ça en formation, mais je m'en souviens plus. Ah dommage. Donc le travail du formateur, ça va être en faire en sorte que cette capacité assez simple de mémorisation se transforme en acquis durable. Et l'acquis durable, ça se travaille. Et c'est là où le formateur a du boulot et c'est là où les neurosciences nous ont donné des astuces. Si je vous aide à relier le nouveau à l'ancien, ce que vous avez déjà d'acquis, si je vous fais faire des passerelles et des liens entre les nouvelles choses que je vous apporte en formation avec ce que vous possédez déjà, ça fait des petits fils qui vous permettront très facilement de retrouver ce que vous avez appris. Si je vous amène à décrire les choses, c'est-à-dire vous forcer à vous en faire une représentation personnelle. Ah, ce qui m'a appris, c'est dur, c'est pas dur, c'est plutôt à utiliser dans ce cas-là, ça se rapporte à ça, ça pourrait se formuler de cette façon ou se symboliser comme ça. Si je vous oblige en tant que formateur à caractériser et décrire les nouvelles choses, alors c'est le dessin puzzle parfait qui va trouver sa case chez vous à l'endroit où vous avez choisi de le ranger. On fera cet exercice de mémoire pour voir qu'on peut travailler beaucoup là-dessus. Juste après, juste après. Voilà. Et le dernier élément, c'est ce que j'appelle la curiosité. On peut l'appeler de plein d'autres façons. Mais c'est le fait que l'appétit vient en mangeant. Et il faut que la formation serve à développer l'envie d'apprendre à nouveau. La capacité d'apprendre à apprendre. Et cette curiosité, pour certains, elle est naturelle. Et pour d'autres, elle doit se renforcer ou se solliciter un petit peu plus. Qu'est-ce qui fait qu'on va être curieux à se former jusqu'au bout de la formation ou continuer à se former après la formation à d'autres sujets? Parce que ça vous a valorisé, parce que ça vous a apporté quelque chose que vous rangez dans le positif. Et c'est là que le feedback en formation est extrêmement important. C'est-à-dire si je fais un quiz et que vous échouez et que le commentaire automatique c'est « et non, recommencer », ça ne vous encourage pas beaucoup. Si par contre, je dis « ah oui, vous avez eu une bonne réponse sur les deux », la première d'ailleurs on pourrait la reformuler comme ça, la deuxième vous y étiez presque, allez-y. Et qu'au deuxième essai vous réussissez la question et que là vous avez « mais c'est tout à fait ça », d'ailleurs on pourrait l'exprimer aussi de cette façon. Et ça vous permettra de résoudre tel et tel problème. Là, vous vous dites, bah ouais, j'ai pas travaillé pour rien. Et puis en plus, on le reconnaît. Donc ça vous donnera du positif dans l'effort et ça va vous encourager à continuer. Et ça va développer la curiosité en disant, mais qu'est-ce que je vais gagner à suivre cette formation-là? Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Si on ne vous a pas entraîné à ce petit mécanisme de récompense de l'effort, la curiosité, vous ne l'aurez pas naturellement à essayer à nouveau d'avoir cette récompense. Merci pour ces explications. Ce que j'aimerais peut-être qu'on fasse juste après, c'est de parler peut-être d'exemples un peu plus concrets. Ouais. Mais là, tout de suite, on va faire l'exercice dont on a tant parlé, sinon on va faire des déçus. Je te laisse peut-être guider la présentation. Oui. On va faire un exercice très très simple. Ça va aller super vite. Je vais vous montrer 10 photos et je vais les laisser à peine 2 secondes à l'écran. Puis on va voir. Donc ça va prendre 20 secondes, hein, même pas. Hein. Et on va voir au bout de 20 secondes de combien de photos vous êtes capable de vous souvenir. Donc on va essayer de dire, est-ce que je peux faire une formation efficace en 20 secondes? Voilà. Vous êtes prêts? Ok. Attention, ça va aller vite. Alors, vous pouvez voter sur WooClap pour nous dire de combien de photos vous vous souvenez sur toutes celles qu'on vient de vous dérouler.
Alors, qu'est-ce que vous nous dites? 4, 5. Si c'est un 5, non, c'est un 6. 7, waouh. 4, 5, 4, 6. Pas mal, pas mal. Une majorité de 6, donc, Ouais. la moyenne. Est-ce qu'une des personnes qui a mis 7 peut nous les citer? Dans le piège. Ou 6? Oui. Le cheval, la petite fille sur les toilettes, il y avait une photo avec des enfants déguisés, une photo avec, je crois que c'était des miroirs, une rue. Et ben ça y est, j'ai oublié. Entre-temps, j'ai oublié les deux. Ah, il y a zut. une autre avec, c'était des traits blancs, enfin des traits noirs sur Le ski, le ski. ouais, voilà, c'est ça. Et les confiseries, ouais. Ouais. C'est Alors, bien déjà. est-ce que vous pouvez lever la main? Qui a mis 4? Levez la main, ceux qui ont répondu 4. Une personne, Ouais, ok. j'ose pas. Bon. En fait, la réponse est toute. Et tout le monde, en plus, se souvient de toutes les photos. Et je vais vous le démontrer, parce que sinon, vous n'allez pas me croire. En fait, on va faire un autre exercice qui va aller tout aussi vite. Je vais vous montrer, vous en avez vu 10, hein. Je vais vous montrer 10 photos. Si la photo qui passe, vous l'avez vue, vous levez la main. Si vous ne l'avez pas vue, vous levez pas la main. En fait, si vous êtes capable de dire que vous l'avez vu, c'est que vous comparez ce que vous voyez avec ce que vous avez en mémoire. Donc elle était là, la photo. Même si vous ne vous en souvenez pas. Parce qu'il y a une grande différence entre mémoriser et se souvenir. Et ce qu'on dit en pédagogique, c'est répéter, répéter, répéter. Alors oui, on peut répéter sous des formes différentes, pour que les gens qui n'ont pas compris la première fois aient plus de chances de comprendre la deuxième. Mais c'est pas parce que je vais vous montrer 10 fois la photo qu'elle va rester mieux, la photo. Une fois suffit, la preuve. Donc quand on dit répéter, c'est répéter le souvenir et pas répéter l'information. Parce que dans le petit schéma qui est ici, le souvenir, c'est comme une trace sur la neige. Voilà. Si vous passez une seule fois sur de la neige fraîche, que la nuit passe là-dessus et qu'il neige, le lendemain matin, pour trouver où vous êtes passé, on ne voit plus rien. Si vous êtes passé 10 fois dans la même trace, il peut neiger la nuit. Le lendemain matin, vous retrouverez. La mémoire, c'est exactement pareil. Si je vous oblige, si le formateur vous amène à répéter le souvenir de ce qui vient d'être vu plusieurs fois, vous posez la question, par exemple. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Dire, en fait, les photos, on en a vu combien? 8? 10? Le simple fait d'essayer de se souvenir combien de choses? En fait, c'était des photos naturelles ou elles étaient artificielles? Si on pose des questions comme ça aux gens sur le sujet qu'on vient de traiter en formation, alors on les oblige à activer le souvenir, la trace, qui va être plus forte et plus durable. C'est ça le job du formateur pour traiter la mémoire, entre autres. Il y a plein d'autres choses à faire, mais entre autres, c'est ça. C'est pas penser qu'une seule fois, parce qu'on est clair et qu'on a posé la question, tout le monde a compris et qu'on a eu oui, le travail est terminé. Sinon, il va se passer ça, c'est-à-dire que vous allez tous dire oui, j'ai eu 10 photos, ouais, je me souviens de quelques-unes, et puis on peut se revoir le lendemain, et là, il ne reste plus rien. Si j'ai pas fait le travail de vous faire renforcer la trace du souvenir. On aurait pu, pour l'exemple, on aurait pu faire ce test avec 50 photos, ça marchait aussi. Hein. Donc c'est pour vous dire que la mémoire, c'est pas un problème de taille. C'est un problème d'activation du souvenir.
Merci pour cet exercice. Et du coup, ce que je me disais, c'est que là, on a pu voir que justement, on a utilisé à la fois les outils numériques et un exercice de main levée pour interagir avec vous. Donc, toi, Philippe, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel est le rôle des outils numériques dans tes propres formations et dans ton expertise un petit peu sur les neurosciences par rapport à l'engagement des apprenants aujourd'hui en formation? Alors, les outils numériques, c'est un truc incroyable pour programmer la pédagogie. Vous voyez que si on parle des neurosciences, en fait, on peut enlever ce terme-là, on peut parler de pédagogie. C'est les façons de faire que l'apprentissage, l'enseignement soit efficace, soit impactant, laisse une trace chez les apprenants, qu'il leur sera utile quand ils seront amenés à être dans une situation où la formation suivie leur permettra de résoudre des problèmes. Eh bien, les outils numériques permettent de mettre en œuvre des mécanismes pédagogiques qui vont avoir une efficacité acceptable. Alors que si on n'utilise pas d'outils numériques, d'une journée à l'autre, en fonction de la population, de mon inspiration, moi, en tant que formateur, je peux avoir des moments où je suis meilleur, où je suis moins bon, etc. Si j'utilise des outils, eux, au moins, ils vont se comporter tel qu'on l'a prévu, tel qu'on l'a programmé, pratiquement tout le temps, de la même façon. Et si on les a programmés, si on les a utilisés, configurés, en utilisant des mécanismes d'apprentissage dont on est à peu près sûr qu'ils ont une certaine efficacité, alors la formation va avoir cette certaine efficacité. Je ne dis pas la meilleure, je ne dis pas mieux que d'autres modèles de formation en face à face, etc., mais une certaine efficacité. Et ils ont cet intérêt-là, les outils, c'est qu'on a tout le temps de se poser toutes les bonnes questions, de savoir comment est-ce qu'on va essayer d'apprendre de la meilleure des façons. Et on peut même le tester auprès d'une petite population. Puis une fois qu'on a trouvé la bonne façon de faire et que ça marche le mieux possible, eh bien on le diffuse, cet outil, on le met à disposition du formateur, des apprenants pour se former, s'auto-former, etc. Et donc on va avoir une garantie que le modèle pédagogique, l'intention pédagogique va être mise en forme avec une structure et une modalité qui a de bonnes chances de réussir. Et justement, tu disais donc l'objectif quand on a testé un outil, c'est aussi pourquoi pas de le mettre à la disposition d'autres formateurs. Je pense qu'on a tous rencontré le cas aujourd'hui et voilà, moi ça m'arrive fréquemment dans mon travail. Comment tu recommanderais d'accompagner les formateurs qui sont un peu plus réticents parfois aux outils numériques? Comment tu changerais leur pratique potentiellement? Alors les formateurs, on les a pas mal chahutés hein. Dans les années 2000, avec l'arrivée du e-learning, des plateformes, les formateurs ils se sont dit quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc une pauvre mascotte qui gesticule, ça va me remplacer voilà. Donc ils ont eu peur, puis ils ont commencé à dire du mal de ces petits modules de formation e-learning. Ils ont eu raison, en général ils n'étaient pas bons. Hein, donc revers de la médaille de l'outil, quand on utilise un outil pour faire un truc mauvais, c'est mauvais pour tout le monde et tout le temps. Donc là, démonstration que s'approprier des outils et bien les utiliser d'un point de vue pédagogique, ça demande une certaine maturité qu'on n'avait peut-être pas dans les années 2000. Donc les formateurs ont été épargnés par cette vague qu'on leur prédisait de substitution par le e-learning. Puis il y a eu le moment Covid, où là les formateurs, on les a empêchés de faire leur métier. C'était dans une salle et de discuter avec les gens et d'interagir avec eux. On leur a dit maintenant c'est à travers des écrans, parce que ça au moins c'est safe. Donc là ça les a pas mal secoués parce que on était tous des petits visages, voire même pas du tout de visage, une petite voix. Enfin, voilà, vous avez tous connu ces périodes de Zoom assez pénibles où les gens n'avaient pas de bras, pas de jambes. Et donc c'est difficile de se sentir concerné par les personnes qu'on forme et le formateur qu'on reçoit. Mais cependant, ça nous a montré qu'il y avait une voie digitale à la formation, ce qui nous a amené à la formation hybride. Et on trouve que c'est pas si mal que ça, parce que ça concilie le meilleur des deux mondes. On est de temps en temps avec un formateur, soit physiquement, soit à distance. Puis des fois un peu tout seul, c'est pas mal, parce que comme ça, je peux programmer ma formation un peu comme je veux. Je peux la rythmer un peu comme je veux. Donc les formateurs, ils ont eu très peur. On les a
obligé à apprendre d'autres modalités, puis finalement, on s'y est plutôt pas mal fait. Et en plus, maintenant, on a le monde hybride où on peut mêler le meilleur des deux mondes. Mais attention, je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez forcément entendu l'IA générative, ChatGPT, etc. Fait ou pas le test, bah, quelque part, sur des trucs assez basiques, ça fait le job, ce truc. Hein. Vous lui demandez de vous expliquer ce que c'est qu'un taux d'intérêt composé, il le fait. Vous lui dites, j'ai pas compris. Et il le reformule autrement. Il fait des conneries, il dit des choses fautes. Tout ça est améliorable. Mais finalement, pour des trucs assez basiques, ça fait le job. À la fois pour le former et à la fois pour le formateur. Faites le test, vous lui dites, tiens, voilà mes slides, voilà mes supports. Est-ce que tu pourrais me faire un scénario pédagogique sur ce truc-là qui tient en 45 minutes, en 5 étapes, et qui traite de ses prérequis? Ben, il le fait, le mec. ChatGPT vous propose un truc, puis vous dites, ah non, l'étape 3, elle est trop longue, tu pourrais me la raccourcir, et il vous la raccourcit, et il vous propose une trame. Donc, il va falloir composer avec cet outil numérique, et là, je crois qu'il va falloir, pour les formateurs, se poser réellement la question qu'on a eu l'idée la première fois, on a dit, le e-learning, c'est pas bon. Le distanciel, j'en veux pas. On était obligé, puis on a dit, bon, ok, finalement, pourquoi pas. Et là, vous allez avoir un truc qui va répondre à des questions de base que pourrait faire un formateur à la masse des questions qui lui sont demandées. Donc, il va falloir se poser cette vraie question. Où est ma valeur? Moi, formateur, qu'est-ce qu'on ne peut pas m'enlever? Qu'est-ce que la formation ne peut pas faire sans moi? Est-ce que c'est transmettre? Est-ce que c'est accompagner? Est-ce que c'est évaluer? Est-ce que c'est faire de la remédiation pour les gens qui sont un peu perdus? Est-ce que c'est faire du lien social? J'ai pas la réponse. Hein. Chacun, là, c'est très personnel hein, dans sa qualité de formateur, les formations qu'on exerce, dans quel contexte, pour quelle cible, à quelles contraintes, etc. Mais le numérique, on est dedans. Ça va être très difficile de l'éviter, même si on peut résister un peu. Mais il va surtout falloir apprendre à composer et trouver sa place là-dedans. Et pour trouver sa place, il ne faut pas la défendre bec et ongle en disant « moi c'est ça », il faut dire « pourquoi ». Donc il faut s'interroger soi-même en disant « qu'est-ce que j'apporte en tant que formateur qu'on ne peut pas m'enlever ». Voilà, bah c'est des très belles phrases, des bons conseils, donc à suivre. Je vois qu'il nous reste déjà plus que quelques minutes. Et on a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, je n'ai pas mis de questions au clap. Je vous invite vraiment à nous partager même des retours d'expérience ou un sentiment par rapport à ce que vous avez entendu ou une question. Si vous... Non? Personne... Si vous avez des questions... C'est le moment. Ah, monsieur. Tu vois. Bonjour. Oui. Vous avez commencé à parler de l'apprentissage quand on était enfant. Oui. Et je voulais savoir où en était la neuroscience par rapport au plaisir d'apprendre, puisque quand on est tout petit, on apprend aussi beaucoup par plaisir. C'est ce que j'ai essayé d'évoquer par la curiosité. C'est le feedback, la satisfaction d'avoir réussi quelque chose, que l'effort est récompensé. Soit parce qu'on vous le dit, soit parce que vous l'avez pu le constater. Le mieux est que ça soit les deux. Qu'on vous dise, oui, tu as bien appris et voilà le résultat que tu en as. C'est d'ailleurs l'un des intérêts des exercices qu'on fait dans des modules de formation à distance ou que font les formateurs. C'est pas tellement pour évaluer si vous avez compris, parce qu'en général, il le sent, le formateur, que vous avez compris. Mais l'exercice, c'est pour que vous ayez la preuve que vous, l'effort que vous avez fait pour apprendre, il est couronné de succès. Donc c'est le feedback qui est important. Et bien évidemment, une formation sans plaisir ne va pas activer l'émotion positive qui fait que ça va s'ancrer. On sait, j'aurais pu vous faire des exercices, mais on n'a que 45 minutes, le rôle des émotions en formation est hyper clé. C'est-à-dire que moi j'ai essayé de faire quelques petites choses qui amènent un peu de connivence entre nous, d'utiliser un vocabulaire qui vous a fait un peu sourire, de vous donner des anecdotes. Ces petites émotions positives, toutes petites, hein, sont des marqueurs et des encreurs, des choses qui vont laisser une trace, parce qu'une émotion dans le cerveau, ça déclenche un signal, ça veut dire ce qui est en train de se passer, c'est important. Que ce soit une émotion positive ou négative.
Vous vous souvenez de où vous étiez le 11 septembre? Avec qui? Est-ce que vous faisiez? C'est pas parce que ça a tourné en boucle à la radio ou à la télé le 11 septembre, Philippe, il était à la Défense en train de faire une formation chez AXA. Non, c'est parce que l'émotion que j'ai reçue, négative malheureusement, à ce moment-là, elle était tellement importante que ça va rester hyper longtemps. En formation, utilisez les émotions, le plaisir, si possible, plutôt que le côté désagréable, va être un marqueur très important pour faire en sorte que le moment où l'émotion se passe, le morceau de formation que vous étiez en train de suivre va avoir plus d'impact le plus durablement. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, madame. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, c'est une question un peu spécifique. Il y a de plus en plus de modules asynchrones où on va échanger avec un formateur en asynchrone. Et ma question, c'est comment créer du lien dans cette relation? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme tips pour, tout en étant sur une relation qui est strictement écrite et asynchrone, quand même créer du lien? C'est se mettre à la place de l'autre, beaucoup d'empathie, reprendre ses formulations, reprendre ses termes, l'appeler par son prénom. Vous voyez, pas tutoyer. Moi, je suis un vieux con. Quand on me tutoie du premier coup, voilà. Donc, de l'empathie, de la mise en contexte, pas une réponse standard. C'est Philippe, merci de me solliciter, ou au contraire spontanément. Tiens, j'ai vu Philippe que tu viens de finir le module, mais t'as pas encore commencé le quiz. Attention, il est un peu dur, peut-être faut réviser avant. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et tout ne doit pas être une réponse à une question posée. Parce que sinon, on est juste un truc à renvoyer la balle. Donc il faut essayer de donner un peu de connivence, et donc il faut de l'empathie. Et il n'y a pas d'autre astuce que ça. Hein. C'est en fonction de la relation qu'on a, le cadre dans lequel on a cette relation. On se connaît, on ne se connaît pas. On va se revoir ou pas après. C'est une relation courte ou c'est dans la durée avec le module. Enfin, voilà. Mais c'est se parler à l'autre. C'est communiquer quand même. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé. Si vous souhaitez, merci beaucoup Philippe pour toutes ces explications. C'était passionnant. Donc voilà. Un grand merci. Bonne journée. Merci de votre présence et de votre attention.